C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Les titres de l'actualité. L'ONU Habitat, à travers le programme Sanita Ville Durable, vient de mobiliser plus de 40 cadres des départements associés pour partager les résultats des études d'évaluation du cadre juridique et du développement urbain en Guinée. Augmentation du prix du blé à l'échelle mondiale, un accord a été trouvé après analyse par les parties prenantes. Vous en saurez un peu plus dans ce journal. L'accès des communautés aux services de santé de la reproduction était au centre d'un lancement à Mamou. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais, l'ONU Habitat, à travers le programme Sanita Ville Durable, vient de mobiliser une quarantaine de cadres des départements associés pour partager les résultats des études d'évaluation du cadre juridique et du développement urbain en Guinée. L'exercice permet de recueillir des propositions pour une gestion foncière participative. Saint-Martin, Francine Adouno. Parmi les priorités du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, la réactualisation des outils de planification urbaine. Cette planification constitue des instruments de gestion, notamment le code foncier et domanial, le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitat et le code révisé des collectivités. Sur financement de l'Union européenne, le programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat, à travers le projet Sanita Ville Durable, mobilise une quarantaine de techniciens et responsables des ministères associés. Avec eux, ils passent en revue les conclusions de l'évaluation du cadre juridique du développement urbain en Guinée. En même temps, la croissance urbaine a aussi un certain nombre de complexités auxquelles il faut s'atteler. Donc dans ce cadre-là, on a fait une revue exhaustive des textes juridiques qui encadrent le développement urbain pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui peut être amélioré. Ici, un rapport synthèse des études thématiques sur la planification urbaine, la gestion foncière, la construction, l'accès aux services de base et le financement territorial est donné pour permettre d'améliorer de façon concertée le cadre légal, réglementaire et institutionnel du développement urbain au niveau national et particulièrement à Conakry. Ça veut dire que le cadre juridique peut être amélioré. Les villes ont changé de nature, les villages sont devenus des villes. La propriété est devenue un sujet important, le foncier est un sujet de crise récurrent entre les populations. Il faut donc faire évoluer notre arsenal juridique et puis travailler par la pédagogie à sa vulgarisation au sein des populations. Cet accompagnement de l'Union européenne et de l'ONU Habitat au gouvernement guinéen va se traduire par l'adaptation du schéma directeur national d'aménagement du territoire, du schéma directeur d'urbanisme du Grand Conakry et de la politique urbaine nationale, ainsi que des projets pilotes dans les quartiers précaires aux besoins actuels des populations. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a récemment reçu le directeur pays du PAM en Guinée. La rencontre a permis de passer en revue les axes de coopération entre le programme alimentaire mondial et la Guinée. L'accompagnement attendu de l'institution a été également évoqué par le ministre. Bakary Bamba Kondé, compte rendu. Depuis des années, le programme alimentaire mondial, la PAM, accompagne l'État guinéen dans l'assistance des situations d'urgence. Des volets sont aussi dédiés aux communautés pour améliorer l'état nutritionnel, notamment les cantines scolaires. Ces différents programmes ont été largement discutés au cours de cette audience. This is a courtesy visit to the Minister of La raison de cette visite est d'abord de féliciter M. le ministre pour sa nomination au poste de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et encore, nous travaillons beaucoup avec ce ministère parce que ce ministère est en charge de la réponse aux urgences au niveau national et le PAM est responsable de la réponse aux urgences au niveau global, au niveau mondial. Voilà, le mandat du PAM au niveau mondial, c'est lutter contre la faim
et l'insécurité alimentaire. Nous allons continuer ce travail en Guinée pour lutter contre la faim en Guinée et la malnutrition. Et nous appuyons dans ce cadre les cantines scolaires, que ce soit au niveau des régions, que ce soit aussi l'appui aux communautés. Cet accompagnement humanitaire du PAM durant cette transition a été bien accueilli par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il s'est surtout réjoui de l'impact positif des interventions du PAM en Guinée. Le ministère de l'administration du territoire assure la présidence du COPIA stratégique de tout ce qui est lié aux urgences humanitaires et catastrophes en Guinée. Et donc j'étais venu encore réitérer leur engagement à continuer la collaboration avec le service national d'action humanitaire. Il est apparu la nécessité de revoir beaucoup plus les outils de planification au niveau des collectivités, c'est-à-dire le guide de deuxième génération qui nous sert aujourd'hui à élaborer les PDL. Il est question aujourd'hui d'aller vers des PDL inclusifs, des PDL qui prennent en compte l'ensemble des dimensions d'intervention des partenaires qui nous accompagnent. La nécessité aussi est d'aller vers un appui institutionnel pour mettre en place des équipes de contingence au niveau des collectivités, au niveau des préfectures et au niveau régional à travers les bureaux régionaux d'action humanitaire et les bureaux préfectoraux. Pour assurer un bien-être des populations vulnérables, le PAM exécute un plan stratégique qui va de 2019 à 2022. Aussi, dans les différentes zones d'intervention, le programme de cantines scolaires a largement contribué à l'augmentation du taux de scolarisation et de maintien des élèves à l'école en milieu rural. Hier vendredi, une annonce officielle a été faite sur l'augmentation de 12% des prix de la farine et du pain. Un accord a été trouvé après analyse par les parties prenantes. Le consensus est salué par l'Union des consommateurs de Guinée. Abdelkarim Kamara. 3 jours de négociations pour préserver les intérêts du consommateur. La décision de réajuster les prix de la farine et du pain en Guinée fait suite à la hausse du prix du blé sur le marché international. Depuis vendredi 3 décembre 2021, le sac de farine est passé de 290 à 340 000 francs guinéens sortis usine. Quant au pain, la miche passe de 4 000 à 4 500 francs guinéens et la baguette simple de 2 000 à 2 250 francs guinéens. La signature de l'accord a été précédée par une rencontre entre le ministre du Commerce et les représentants de l'Union des consommateurs de Guinée. Il était question de leur expliquer le bien fondé de ce réajustement. L'Union estime que le juste milieu a été trouvé. Toute association de consommateurs se bat pour les intérêts des consommateurs. Là, nous sommes devant un facteur qui ne dépend pas de nous, qui ne dépend pas du ministère, qui ne dépend pas de l'État, qui est un facteur totalement extérieur à nous. Donc il fallait effectivement trouver la formule pour ne pas que cet impact soit trop ressenti par les consommateurs. Ce que nous saluons, c'est l'effort qui a été fait au niveau de l'État pour que le prix ne soit pas revu encore plus à la hausse. Nous saluons aussi l'ensemble des boulangers qui ont compris qu'il fallait effectivement aller dans le sens de l'accompagnement de la transition. Parlant de sa durée, le protocole reste en vigueur dans les limites des engagements signés, sauf en cas de force majeure. Les parties tenteront de bonne foi de résoudre à l'amiable tout différend qui sera né de l'application du présent protocole d'accord. Comme invité de ce journal, mesdames et messieurs, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, monsieur Bernard Gomo. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et donc, je tiens à rappeler qu'hier, nous avons rendu public un communiqué sur l'augmentation du prix du pain. Qu'est-ce qui expliquerait vraiment cela? Bon, je vous remercie, madame. Vous savez, premièrement, la pandémie de Covid-19 a eu un impact très considérable sur la production des denrées alimentaires et également l'augmentation très significative du prix du fret maritime au niveau mondial. Deuxièmement, l'effet du climat caractérisé par des dômes de chaleur en Russie, au Canada, aux États-Unis, qui ont contribué de façon néfaste à réduire considérablement la production du blé. Et également, par exemple, quand nous prenons la France, c'est dû à l'inondation. Toutes ces conséquences, pandémie Covid-19, effet de chaleur,
inondations ont permis de réduire la production du blé sur le plan international. Deuxièmement, puisque les quantités de blé ne sont pas suffisantes, certains pays du Moyen-Orient, et notamment également la Chine, ont fait des achats massifs de blé pour pouvoir conforter les stocks de sécurité. Évidemment, sur le marché international, c'est l'offre et la demande. Ce qui s'est répercuté évidemment sur les prix du blé sur le plan mondial. À Conakry, par exemple, imaginez-vous qu'en novembre 2020, le prix du blé arrivé port Conakry était de 280 la tonne métrique. Et en février, elle est passée, 3 mois après, elle est passée à 330 $ la tonne métrique. Et aujourd'hui, ce même prix du blé arrivé à Conakry est passé à 430 $ la tonne. Donc ça veut dire de novembre 2020 à novembre 2021, il y a eu une augmentation de 50% du prix du blé. Et sur la même période en 2021, nous avons une augmentation de 30%. Donc évidemment, ces effets d'augmentation du prix du blé à l'état international ont une répercussion sur le coût de production du blé, c'est-à-dire de la farine dans nos usines. Donc l'accord que nous avons trouvé, c'est pourquoi que le pain est passé de 4 000 à 4 500 pour la baguette double et de 2 000 à 2 250 pour la baguette simple. D'accord, je pense que l'explication est vraiment claire. Et donc, en raison de l'augmentation du prix du blé à l'échelle mondiale, le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, je voulais dire, vous a recommandé d'étudier une possibilité de subvention pour diminuer le prix du pain. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment même? Bon, au fait, comme je vous l'ai dit, le blé n'est pas produit en Guinée. Donc, toute la quantité de blé qui est en Guinée vient de l'extérieur. Donc l'État subventionne effectivement le blé. Imaginez-vous qu'au cordon douanier, le blé est dédouané à 60 $. Donc, or, le prix du blé à l'échelle internationale, comme vous venez de dire, est de 430 $. Donc l'État a renoncé à 86% de ses recettes douanières pour subventionner le prix du pain que nous consommons. Donc effectivement, l'État subventionne à 86% le prix du blé. Deuxième, vous pourrez tenter peut-être à me poser la question de savoir que l'État pouvait aussi agir sur le taux de taxe au cordon douanier. Effectivement, nous sommes dans une zone, dans un espace CEDEAO où on s'est imposé de respecter ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun. Donc l'État ne peut pas aller au-delà ni en dessous de cela. Également, quand vous voulez subventionner un produit qui est consommé à peu près par les pays voisins, il faut être très vigilant, parce que le fait que l'État subventionne ses produits, avec nos frontières poreuses, on peut retrouver nos produits subventionnés chez nos voisins. Donc l'État va perdre doublement. Donc l'État subventionne et on voit ces produits-là traverser nos frontières. D'accord, mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le blé n'est pas du tout, n'est pas produit en Guinée. Et donc ça veut dire qu'on est exposé à une éventuelle augmentation du prix du pain si ça continue comme ça. Parce que déjà, vous avez ressorti les efforts fournis par l'État. Et donc, est-ce que vous essayez de prendre une certaine anticipation sur cette augmentation future? Comment vous faites? Comment vous réagissez face à tout ça? Bon, mon département, effectivement, est en train de réfléchir sur des solutions durables. Parce que généralement, on a l'impression de résoudre tout de suite le problème et ne pas penser de façon durable à résoudre le problème. Aujourd'hui, il faut que nous commençons à repenser sur notre ration alimentaire. Donc, de favoriser, de faire la promotion de nos produits locaux. Par exemple, si vous prenez et pousser également des recherches afin que on trouve une solution de substitution progressive, dans la fabrication du pain. Exemple, si vous prenez le Togo, le Burkina ou la Côte d'Ivoire, ils sont un peu en avance parce qu'ils consomment ce qu'on appelle le pain composé. Dans ce pain composé, ils ajoutent 15 ou 20% du maïs ou du manioc ou du blé ou du sorgho, et je peux vous dire que ce pain est de très bonne qualité. Donc nous pouvons également penser. Dernièrement, il faut repenser également à la filière boulangère, parce que, qu'on se dise la vérité, notre filière boulangère, elle est traditionnelle, donc il faut chercher à moderniser cette filière afin de pouvoir avoir un impact sur le coût de production.
D'accord, sur la même question, message particulier avant de se quitter peut-être? Bon, pour terminer, je voudrais profiter de votre antenne pour remercier très sincèrement les minotiers et les organisations ou les groupements qui sont dans la filière boulangère, et également l'Union des consommateurs de Guinée, qui ont tous consenti des efforts pour qu'on puisse arriver à cet accord. Il est important de souligner que la variation du prix du pain en moyenne dans la sous-région est de 20%, mais nous en Guinée, on a constaté qu'une augmentation de 12,5%. Oui. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer encore davantage la volonté et l'engagement du président de la transition, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, et du chef du gouvernement, M. Mohamed Bouyavougui, qui ne cesse de mettre tout en œuvre pour que l'intérêt général de la population soit préservé. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Voilà, un mot de justice dans cette édition, affaire 28 septembre. Alors que le procès est attendu depuis 2009, les autorités guinéennes viennent de marquer un pas important pour établir les victimes. Le procès doit s'ouvrir au premier trimestre courant 2022. Déjà, le comité de pilotage échange sur les modalités d'organisation. Kerna Younoussaba. Les dernières conclusions dans le dossier du 28 septembre rassurent. Les membres statutaires du comité de pilotage travaillent sur l'organisation du procès. Après des mois de rupture, les réunions reprennent et prennent en compte les éléments qui encadrent un procès de cette renommée. Depuis le mois de mai 2021, il n'y avait pas eu de réunion du comité de pilotage. Donc nous avons décidé ce jour d'en organiser une pour relancer le débat autour de toutes les démarches qui sont en train d'être menées pour la bonne tenue du procès des événements du 28 septembre qui est envisagé, comme on l'a déjà dit précédemment, pour le premier trimestre de l'année 2022. L'ouverture prochaine des débats dans le dossier est attendue par les parties au procès. Une étape qui va favoriser la lutte contre l'impunité. La communauté internationale et le système des Nations Unies accompagnent l'État guinéen dans les préparatifs de la tenue de ce procès assez important. Nous avons convenu d'un chronogramme, de nous retrouver mensuellement, mais peut-être à plus grande fréquence si cela le requiert, selon la situation qui se présentera sur le terrain. 12 ans après les malheureux événements, les accusés vont enfin devoir répondre devant la justice pour être situés sur leur sort. Disons que la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières est saluée par les populations. Plusieurs personnalités politiques et juridiques se réjouissent de l'initiative. Voici quelques propos recueillis par Bernard Tonguino. Moi, je félicite le CNRD. Je crois que c'est une très belle initiative parce que vous savez, dans l'armature de répression de la corruption en Guinée, nous avons beaucoup d'institutions d'investigation, de structures d'investigation. Autrement dit, nous avons la police financière, mais il n'y a pas de justice financière, c'est ça. Rappelez-vous, nous avons déjà l'ORDEF, nous avons la Cour des comptes, nous avons les inspecteurs d'État, les inspecteurs des finances, le comité national de lutte contre la corruption. Donc nous avons pas mal d'organismes qui font de l'investigation et de la documentation des infractions. Mais nous n'avons pas le juge financier. Et je crois qu'il a bien fait de mettre un juge financier. C'est ça la Cour de répression des infractions économiques et financières. Voilà, donc maintenant l'arsenal est complet. Nous avons ceux qui cherchent les infractions, qui les documentent, qui font des investigations, et ceux qui jugent ces infractions, parce que là, il faut des juges spécialisés, non seulement pour la célérité, mais pour l'efficacité du jugement. C'est encore un pas très positif et dans la bonne direction. Ce pays connaît un retard à cause d'une impunité qui était devenue endémique. Nous n'avons pas suffisamment d'argent, mais le peu qu'on avait, si c'était bien géré, je crois qu'on aurait réalisé un minimum de choses au service de la population guinéenne. Il y a eu beaucoup de manquements
et il y en a encore peut-être. Nous attendons de cette Cour qu'elle mette définitivement fin à l'impunité pour tous ceux qui peuvent confondre leur poche et la caisse de l'État. D'abord, c'est une très bonne chose que de renforcer le dispositif judiciaire en la matière. Mais comme c'est une ordonnance étant infralégale et supradécrétale, c'est-à-dire inférieure à la loi mais supérieure au décret, il serait bon que les membres du CNT puissent se pencher là-dessus pour renforcer davantage, pour transformer l'ordonnance en loi. Mais déjà c'est une très bonne chose parce que ça rentre dans le cadre de la moralisation de la vie publique. Parce que figurez-vous, s'il y a une forme d'impunité consacrée, ça peut avoir un impact sur la gouvernance. Maintenant, que d'avoir une juridiction, c'est une bonne chose. Mais que d'appliquer les décisions de justice, c'en est une autre. Rendons-nous à présent à Mandiana pour les échos de la récolte du riz, une moisson annonciatrice d'une campagne réussie. Immersion ce soir dans les champs d'un producteur prêt à braver toutes les contraintes pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Foudé Camara. À Koungian, une commune rurale de Mandiana, après une saison laborieuse, la moisson reprend ses droits dans la plaine de Leila Koro. Ce domaine est valorisé par Elhadj Madi Findiakité, le président de la chambre préfectorale d'agriculture de Mandiana. Des activités agricoles qui offrent des opportunités aux femmes de la localité. On ne se plaint plus de la faim depuis l'arrivée de ce paysan. Les villageois sont satisfaits de la récolte. Dans ce domaine de 300 hectares d'un seul tenant, plus de 70 hectares sont cultivés, les variétés Nerica 19 et CK 80. Les ambitions de ce paysan leader sont revues à la baisse par manque de tracteurs pour la préparation du sol. Si toi que peu qu'on fait, cela veut dire qu'on n'a rien de matériel. Si toi que tout le monde a que 12 tracteurs, c'est peu. Moi, je peux travailler 2 ou 3 tracteurs. On ne peut même pas avoir le sous-retour, peut même avoir 2 tracteurs. Donc on n'a rien comme matériel, on n'a rien. Surtout, on a des iriseries à Mandiana. On a construit un grand usine. Iriserie est là. Comment ravitailler? Il faut le riz. Comment avoir le riz? Il faut le tracteur. Non, pas le tracteur. Comment ravitailler l'usine? Dans le registre de la promotion des cultures fruitières, Elhadj Madi Findiakité vulgarise les plants à haut rendement. Plus de 2000 pieds poussent dans ce verger d'orangers de plus de 20 hectares. Seule contrainte majeure, les attaques intempestives des mouches des fruits, des nuisibles que même les pièges ont du mal à stopper. Ça, c'est dû aux insectes et aux maladies. On a fait assez de traitements, on a utilisé assez de produits. Mais j'ai même suspendu des pièges parce que certains disaient que c'était les mouches des fruits. Oui, qui piquent l'orange et ça tombe. On disait que c'était ça. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de solution. Donc les fruits ne font qu'à tomber, mourir, pourrir. Je ne sais pas cela est dû à quoi maintenant. C'est une maladie. C'est les insectes. Ça dépasse ma compétence. Malgré les difficultés de la riziculture au maraîchage, en passant par les cultures fruitières, le président de la chambre préfectorale d'agriculture de Mandiana contribue à l'essor du monde rural. Depuis 3 décennies, les périmètres exploités par ce paysan leader sont des champs-écoles, de véritables laboratoires de transfert de compétences pour les paysans de tous les âges. De Mandiana, nous nous rendons à la baie pour parler des 75 ans de l'UNICEF. De nombreux bénéficiaires des programmes et actions de l'institution ont eu accès à une large information sur son fonctionnement. Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Journée porte ouverte au bureau régional du Fonds pour l'enfance en Moyenne-Guinée. Aux côtés des tout-petits, acteurs locaux et personnels de l'UNICEF célèbrent les 75 ans d'existence de l'institution onusienne. L'objectif aussi, c'était de faire en sorte qu'à travers cette journée porte ouverte, que les gens avec qui nous travaillons, les gens pour qui nous travaillons puissent avoir plus de compréhension, plus d'éléments sur les programmes de l'UNICEF. C'est pour ça qu'on a eu des stands sur les différents programmes de l'UNICEF. Je voudrais encore une fois
vous adresser au nom des populations mes sincères remerciements pour ce qui est déjà fait et ce qui sera fait pour votre institution dans la région, dans le cadre de la réduction de la pauvreté et l'amélioration du bien-être de chacun et de tous. À travers cette visite guidée, différents stands sont visités. De la nutrition à l'état civil, en passant par l'eau et l'assainissement, les bénéficiaires des actions de l'UNICEF comprennent mieux comment ça marche. 75 ans de travail, 75 ans de dur labeur. Je partage vraiment ces sentiments-là, ces sentiments de joie, et j'essaie moi aussi que depuis ça, ils ont pu faire pas mal de choses pour les enfants de la baie, de la Guinée et du monde entier. L'UNICEF fournit beaucoup d'efforts pour les enfants. Premièrement, l'UNICEF nous permet de construire les écoles, d'avoir l'eau, la sagesse, la tolérance, l'éducation. Merci mille fois l'UNICEF. En appui aux actions du gouvernement, la contribution des partenaires comme l'UNICEF permet aujourd'hui à la Guinée de célébrer la Journée mondiale de l'enfance dans un contexte d'amélioration continue des droits et conditions de vie des tout-petits, surtout ceux vulnérables. À présent, parlons santé dans cette édition. La Guinée renforce son service de vaccination pour sauver les enfants contre certaines maladies. En 3 ans, le pays passe de 400 à plus de 1000 sites de vaccination. Mamadou Saléouba. Sauver les enfants des maladies évitables par la vaccination, un défi que le ministère de la Santé et ses partenaires tentent de relever. Appuyé par Gavi, le programme élargi de vaccination a lancé en 2018 le déploiement de 1300 réfrigérateurs solaires dans les différentes structures sanitaires pour la conservation des vaccins. L'action a permis de passer de 400 à plus de 1000 sites de vaccination. L'handicap majeur que nous avions, c'est que la vaccination se faisait dans les centres de santé, pas dans les postes de santé, puisque les postes de santé n'avaient pas d'équipement à cet effet. L'accompagnement consiste à doter nos postes de santé en équipant des chaînes de froid, c'est-à-dire des frigos et des congélateurs qui peuvent conserver les vaccins. Lorsqu'on augmente le nombre de sites de vaccination, on rapproche le service des populations et on augmente l'utilisation des services de vaccination. Les résultats ont montré que c'était efficace et ça répond aux besoins et c'est durable. Des progrès certes, mais le ministère de la Santé et ses partenaires ne comptent pas s'arrêter là. Il y a des régions et certains districts qui n'ont pas encore reçu le réfrigérateur. Donc cette première phase-là a permis de cette évaluation-là. Les performances qui sont là sont encourageantes. Donc nous sommes prêts à passer à la deuxième phase pour combler le gap des autres structures sanitaires. Avec une couverture vaccinale classée parmi les plus faibles de la sous-région, la Guinée compte renforcer le service de vaccination pour réduire le taux de mortalité des tout-petits. Dans le volet santé, toujours à Mamou, le ministère de la Santé vient de procéder au lancement des activités de financement basées sur les résultats. Dans le district sanitaire de la ville, ce programme vise à améliorer l'accès des communautés aux services de santé de la reproduction. Mamadou Paté-Baldé, explication. Le financement basé sur les résultats est une activité du ministère de la Santé financée par le Royaume belge à travers l'Agence belge de développement. Le projet couvre l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Son objectif est de promouvoir l'accès des femmes à leurs droits et à leur santé sexuelle et reproductive. La période de mise en œuvre s'est prévue du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, soit 18 mois de mise en œuvre. Il est prévu à l'issue de cette phase que si les résultats sont vraiment concluants, on pourra utiliser ces résultats pour mobiliser d'autres ressources financières et prévoir son extension. Lancé à Mamou, le financement basé sur les résultats vise à améliorer l'accès des communautés aux services de santé de la reproduction ainsi que le renforcement du système d'information sanitaire et faciliter l'amélioration de la gouvernance du système de santé à tous les niveaux. À tous les niveaux du système de santé, de la pyramide sanitaire, peuvent aider à réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile et juvénile. Le FBR va améliorer la qualité des services, l'offre de services et le résultat même, ce serait un résultat et tout le monde va connaître qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui sera fait et quel est le résultat qui sera obtenu.
Les actions du financement basées sur les résultats répondent au souci du ministère de la Santé et ses partenaires belges de rendre disponible et accessible une offre de services complète et de qualité. Avec toutes les initiatives, les ressources, la logistique et les compétences acquises, nous ne devons plus être parmi les pays ayant les nombres élevés de décès maternels et infantiles. Au cours de ce lancement, un contrat de prestation de services a été signé entre les différents partenaires et les agents de santé. Nous poursuivons cette édition. Le ministre des Affaires étrangères était récemment à Dakar où s'est tenu le forum sur la coopération sino-africaine. À marge des travaux, Dr Maurice Anda Kouyaté a rencontré la communauté guinéenne vivant dans ce pays. Il a transmis le message de cohésion nationale du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Suivez. Le message le plus important soit connu de tous. Les Guinéens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, sont un et indivisibles. Il n'y a pas de différence entre les Guinéens. Et pour cela, nous devons faire pression sur nous-mêmes, chacun là où il est, entre lui et sa propre conscience. Chacun doit faire un effort pour que chaque Guinéenne ou chaque Guinéen qui se trouve en face de soi soit considéré pas comme un compatriote, mais comme soi-même. C'est un combat très difficile, mais qui peut être gagné par les Guinéens. C'est pourquoi le CNRD signifie Comité national du rassemblement pour le développement. L'actualité est également marquée par cette remise de matériel informatique aux chefs services genre et équité des ministères de la Justice, de la Sécurité et de la Défense. L'action vise à renforcer leurs capacités et à promouvoir le genre au sein des forces de défense et de sécurité. Lieutenant Sekou Kamano. C'est un important lot de matériel composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de vidéoprojecteurs et autres accessoires que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vient d'octroyer aux services genre et équité des ministères de la Défense, de la Sécurité et de la Justice. L'initiative vise à renforcer les capacités de ces unités dans la promotion du genre au sein de leur entité. Ce geste est le couronnement de plusieurs formations au profit des 5 secteurs sectoriels de la réforme de sécurité. La formation des cadres des structures genre est le résultat de la recommandation issue de la 1e série d'ateliers organisés par le PNUD et avait pour objectif général de développer un réflexe genre chez les décideurs et les personnels de chaque secteur de la réforme du secteur de la sécurité et créer des compétences solides sur l'intégration du genre dans les programmes et projets à tous les niveaux. Cet appui du PNUD s'inscrit dans le cadre donc, de l'appui stratégique et conseil à la réforme du secteur de la sécurité. Nous nous positionnons dans l'avenir et dans le présent aussi à continuer à accompagner le secteur de la réforme de la sécurité en Guinée. Depuis l'entame de la réforme du secteur de sécurité, le PNUD apporte son appui aux forces de défense et de sécurité dans la prise en compte des questions du genre. Le concept genre est la consécration de la volonté politique de notre pays à promouvoir la parité hommes-femmes dans toutes les activités de l'évolution nationale. Au nom du ministre, je remercie le PNUD pour l'appui technique et financier qui ne cesse d'apporter au ministère de la Défense nationale dans le cadre de la RSS, en général et en particulier pour la promotion du genre. La cérémonie a été ponctuée par la remise d'attestations aux différents récipiendaires des départements concernés. Et puis la journée internationale des volontaires s'annonce pour le 5 décembre. En Guinée, la célébration a été faite par anticipation. Une occasion pour l'État et ses partenaires au développement de saluer la contribution des volontaires dans le développement communautaire. Bernard Tanguino, reportage. C'est une journée d'hommage aux volontaires du monde entier.
Hommage pour leur apport au développement communautaire et à la consolidation de la paix. L'événement est placé sous le thème « Être volontaire d'aujourd'hui pour un avenir commun ». Aujourd'hui, pour la Journée internationale des volontaires 2021, je remercie tous ces volontaires et bénévoles pour leur engagement et leur sacrifice pour rendre le monde plus juste, diversifié et inclusif. Nous, jeunes volontaires de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, nous continuerons notre engagement solennel à faire la promotion des activités de développement sans attendre une récompense. En Guinée, le volontariat est soutenu par l'État et les partenaires au développement, ce qui a permis de déployer plusieurs vagues de volontaires nationaux et internationaux sur l'ensemble du territoire national. Les volontaires ont contribué significativement à l'atteinte des ODD à travers leurs engagements. Les volontaires ont été un vecteur à travers lequel les communautés ont joui d'une meilleure cohésion sociale et d'un développement socio-économique de plus en plus durable en Guinée. Je voudrais vraiment saluer tous ces jeunes qui ont décidé de s'engager, parce que cet engagement vous permet demain de construire votre vie, de devenir des personnes qui vont nous permettre à ce pays de grandir. Je dis que le volontariat sera une des priorités du département. La Journée internationale des volontaires est adoptée en 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies. Sa célébration vise à sensibiliser l'opinion mondiale sur le rôle du volontariat dans le développement et la promotion de la paix dans le monde. Financée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, la formation des membres du groupement national des femmes de la Guinée forestière en impression et teinture a été clôturée ce samedi à Matoto. Elle vise à accompagner les nouvelles autorités dans leur politique d'inclusion économique. Moussa Komara pour en savoir plus. Cette formation était essentiellement axée sur la teinture améliorée. 70 femmes de la cohésion nationale des femmes de la Guinée forestière sont touchées et les résultats sont satisfaisants. Près de 23 pagnes et 24 draps de lit sont produits en 10 jours de travaux pratiques. Une première pour les participantes. Nous savons bien qu'après cette formation-là, ça va nous donner beaucoup d'argent pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'on a appris à faire les draps de lit et les pagnes en bassin que les hommes coupent pour les 3 mètres et 4 mètres là. On a appris beaucoup de choses pendant les jours de formation. Cet accompagnement n'est pas une première pour ces femmes. En 2020, elles ont bénéficié d'une autre formation en technique de fabrication de savon. 120 ont été impactées. À cette allure, leur indépendance économique devient plus rassurante. Les articles réalisés seront commercialisés, les bénéfices reversés au compte du groupement. Nous pensons que l'objectif à long terme consiste à sortir progressivement ces groupements féminins du secteur ou de l'économie informelle pour les amener vers une économie plus formelle, pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses. À l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel, la formation est perçue comme un investissement. 6 mois après, une équipe de supervision passera pour évaluer l'impact des travaux sur le terrain. Il y a des petits métiers que l'on qualifierait de petits, mais qui constituent des opportunités de production de richesses et de lutte contre la pauvreté. Et la teinture fait partie de ces activités. Donc c'est pour nous une opportunité de renforcer ces activités-là. Pour pérenniser leur activité et stabiliser leur économie, une autre session de formation leur sera donnée. Il s'agit du germe niveau 1, Gérez mieux votre entreprise, un produit du BIT qui permet aux micro-entrepreneurs très peu ou pas instruits d'améliorer leurs compétences. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir chez vous.